Donc d'abord sur le titre. Alors le titre, en fait, a changé parce qu'au début, on parlait d'expansionnisme. Alors donc, j'ai trouvé que c'était un peu fort parce que quand on parle d'exploration, c'est surtout quelques petits objets. Et je préférais finalement le mot d'expansion. Donc on va bien parler de l'expansion de la Chine dans le système solaire parce que malgré tout, elle a un programme d'exploration ambitieux. Mais expansionnisme, on serait plus sur la colonisation tout azimut du système solaire. On n'en est pas encore là et de très loin. Donc voilà pour la première diapo. Seconde diapo, donc Juste Philippe, un seconde. instant. Ouais, Voilà. voilà. On va parler en introduction de ce qu'est la Chine. Quelques mots sur l'infrastructure qui a été mise en place pour l'Explo. Et puis trois parties, une consacrée à la Lune, la seconde à Mars et la troisième à l'exploration du système solaire. Voilà, diapo numéro 3. Alors d'abord, avant de parler d'exploration, juste un petit rappel sur ce qu'est la Chine spatiale. Donc, c'est un programme qui a démarré à la fin des années 50, surtout autour des missiles. Le but, c'était d'abord de faire des fusées pour transporter de l'armement. Et très vite, en fait, le père des fusées, qui était Tian, eh bien, n'avait qu'un rêve, c'était de passer au spatial très rapidement. C'était aussi l'intention de Mao Zedong. Donc, finalement, ça correspondait, les deux visions et les deux projets, en fait, convergeaient. Et à partir de 1965, eh bien, la Chine démarre un programme spatial, à la fois en développant des lanceurs et puis un certain nombre de satellites. Des satellites qui, on ne sait peut-être pas, mais visaient absolument toutes les applications dès 1965. On parlait non seulement de télécom, de véhicules de retour d'orbite, mais aussi de satellites de navigation, de satellites militaires, y compris de vols spatial habité. Et je suis en train de préparer un ouvrage depuis 2 ans qui va révéler un certain nombre de choses sur ce premier programme de vol habité, et en réalité qui était déjà le second, puisqu'il y en a eu un à partir du printemps 61, mais ça sera l'objet, Philippe et des participants, d'un autre webinaire, j'espère, d'ici un an, quoi. Donc, le 24 avril 70, la Chine met sur orbite son premier satellite et elle réalise son premier vol habité le 15 octobre 2003. Donc ça, c'est vraiment deux dates importantes pour les Chinois. La Chine, en 2022, eh bien, c'est un budget spatial qui est estimé que, du moins, moi j'estime entre 15 et 20 milliards de dollars par an. Très longtemps, on évoquait les 5 milliards, et puis plus récemment, c'est monté à 8, 9 milliards. Mais en réalité, quand vous regardez le niveau, enfin le rythme des lancements, la valeur des objets à bord des fusées, plus les centaines de milliers de personnes qui travaillent pour le programme spatial, on est vraiment plus proche de 20 milliards de dollars par an pour la Chine. Et je dirais au moins. Euh, il faut noter aussi qu'il y a 4 cosmodromes en activité. Alors, le historique est Jushan, dans le désert de Gobi, et puis Xichang, qui a été créé pour les vols habités en 70, puis qui est utilisé maintenant pour les vols commerciaux, et Taïwan, qui est aussi en Chine continentale, et puis Wenchang, qui est le plus récent, sur l'île de Hainan. Et d'ailleurs, vous voyez un départ de lanceur CZ5 qui a été réalisé depuis le nouveau cosmodrome de Wenchang. Alors, la Chine, c'est aussi une famille complète de lanceurs qui peut emmener jusqu'à 22 tonnes sur orbite basse. C'est ce que fait le CZ5 que vous voyez en bas à droite. Une dynamique qui est extrêmement importante au niveau des lancements. Je vous rappelle que en 2000, on avait à peine 10 lancements par an. En 2010, on était à 15 et l'année dernière, 55. Et l'année précédente, je crois que c'était 40. Donc, vous voyez que c'est absolument conséquent. L'année dernière, la Chine a été le premier pays lanceur.
Donc ça, c'est à noter, hein. Les fusées partent très souvent, plutôt au second semestre d'ailleurs. La Chine spatiale, c'est aussi 350 satellites opérationnels qui couvrent toutes les applications civiles et militaires. Je dirais qu'une grande majorité de satellites sont duaux, c'est-à-dire à la fois civils et militaires. Euh, Ils ont effectivement un programme de vol spatial habité, comme vous le savez, très actif. Alors, tout le monde connaît le programme pour l'orbite basse, mais il faut savoir que la Chine travaille pour aller sur la Lune depuis 20 ans. Donc, ils mènent en parallèle deux programmes, un pour l'orbite basse et un autre pour la Lune. Euh, donc, en plus, euh, et c'est venu très tard, mais maintenant il existe ces programmes d'exploration planétaire et qui est en plein essor. Voilà, diapo suivante. Alors, quelques mots sur l'infrastructure qui était mise en place pour l'exploration planétaire. Donc, il faut évoquer déjà le nombre d'antennes. Alors, il y a 5 ans, lorsque j'avais fait ma première présentation, le réseau pour l'espace profond chinois n'avait que 4 grandes antennes. Et vous pouvez constater le nombre important d'antennes supplémentaires qui ont été créées depuis 6-7 ans, avec le concours pour certaines missions du réseau S-Track de l'ESA, d'installation aussi d'antennes en dehors de la Chine, comme par exemple l'antenne de l'AS, la race en Argentine, et d'autres antennes à travers le monde, plus des navires de poursuite lorsque c'est nécessaire. Ce programme, en fait, est conduit évidemment par l'Académie des sciences. C'est un programme qui est sous influence politique certaine en ce qui concerne en fait les objectifs techniques et scientifiques. Euh, c'est un programme qui est contrôlé et exploité par les observatoires astronomiques nationaux et dont vous voyez en fait le bâtiment à droite là qui abrite en fait le centre de contrôle et puis des laboratoires pour l'exploitation en fait des données transmises par les sondes. Alors j'ai essayé en fait, surtout pour la Lune, de voir comment ils s'y prenaient et on voit en fait des protocoles qui ressemblent, qui s'inspirent de ce que les Américains font avec leurs sondes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ils ont fait à la fois pour Mars et pour la Lune, en fait, des simulateurs de la Lune, des simulateurs de Mars pour préparer en fait l'évolution de leur rover sur les surfaces planétaires. Voilà ce que je peux dire. Diapo suivante. Donc, on va parler maintenant de la Lune. Donc, les aspects historiques. Alors, moi, j'ai découvert il y a très longtemps déjà que les études pour explorer la Lune datent du milieu des années 60 au démarrage du programme spatial chinois. En fait, il y avait de la littérature américaine qui était analysée à l'époque et au milieu des années 60, on étudiait des impacteurs lunaires en fait. Euh, Ensuite, on retrouve la Lune avec l'immense projet 863. Alors, quelques mots sur le projet 863. C'était, et plutôt c'est, l'équivalent de feu Eureka. Vous vous rappelez, à l'époque du lancement de la guerre des étoiles, en fait, par les États-Unis en 83, eh bien, l'Europe avait décidé de lancer un très grand programme technologique qui était Eureka, mais la Chine a fait de même avec un programme qui est devenu tentaculaire et beaucoup plus important, et qui est le projet 863, et dans lequel, en fait, ils ont redéfini tous les objectifs du programme spatial chinois. Alors, il y avait bien sûr la volabilité, le transport spatial, mais aussi, en fait, l'exploration. La Chine voulait savoir si elle avait les moyens de se lancer dans ce genre de projet et quels étaient les bénéfices pour elle. Ça, c'est les années 80. Dans les années 90, j'ai détecté un certain nombre de séminaires et puis de conférences sur la Lune et l'exploration planétaire en général.
Donc, on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup de connaissances. Ça devient véritablement sérieux à la fin des années 90. Alors, pourquoi? Donc, il y a les premières déclarations de la CAST, qui est le principal établissement qui réalise des véhicules spatiaux en Chine, et dès 98, son directeur présente un projet martien. Je me souviens qu'à l'IAC aussi de Rio, en parlant avec des Chinois, il m'avait dit que des sondes étaient en compétition euh, en 2000. Et cette compétition devait aboutir à des décisions concrètes vers 2001, 2002. Donc, vous voyez, dans les années 90, on passe en fait d'une phase d'échange de connaissances en tout genre à l'élaboration de projets. Et puis finalement, eh bien, la sonde martienne de la CAST, c'est pas celle qui est retenue. Il y avait aussi un autre projet visiblement qui était en compétition, qui était celui de récupérer des poussières cosmiques et de les ramener sur Terre, l'équivalent un petit peu du Stardust américain. Mais en définitive, c'est la Lune qui a gagné. Et donc, vous connaissez maintenant ce programme qui a pris le nom de Chang'e. Donc, c'est le nom de la déesse de la Lune en Chine. Et ce programme démarre probablement en 2002. Et dès le départ, on savait qu'il y avait trois phases d'imaginer. Donc, une phase de reconnaissance globale, une phase où on allait se poser sur la Lune, une phase où on allait ramener des échantillons. Mais au début des années 2000, on parlait que d'une sonde pour chaque phase. Et puis finalement, on a vu que le programme était bien plus important que ça. Donc, la phase 1, en fait, a mis en œuvre trois véhicules, donc le Chang'e 1 et le Chang'e 2, pour la reconnaissance globale de l'astre des nuits, avec des cartographies 3D, enfin, la Chine souhaitait en fait acquérir par elle-même les données que Russes ou Américains avaient déjà, mais évidemment en utilisant des techniques très très modernes pour explorer la Lune. Chang'e 2 a aussi servi en fait à faire des essais de manœuvres autour de la Lune et puis finalement a été envoyé sur orbite interplanétaire. Donc on peut considérer, et ça c'est important de retenir, que chaque sonde en fait en Chine a à la fois un objectif technologique de démonstration, mais aussi un objectif scientifique. Et puis finalement, il y a Chang'e 5T1 en fait qui a reproduit les manœuvres de Chang'e 2 autour de la Lune. Et surtout, en fait, c'était pour tester une mission de retour avec largage de capsule. Donc là, on préparait la mission de retour d'échantillons. Donc c'est une sonde remarquable qui a fait plusieurs missions, à la fois celle de revenir vers la Terre pour déposer sa capsule, et puis elle est retournée vers la Lune pour faire un certain nombre de manœuvres. Donc vous voyez, pendant la phase 1, il y a à la fois de la reconnaissance de la Lune, mais aussi la volonté de savoir naviguer dans le système Terre-Lune, de savoir en fait naviguer aussi autour de la Lune et autour des points de Lagrange. C'est ce qu'ont fait les sondes Chang'e 2 et Chang'e 5T1. Voilà. Donc ensuite, la phase 2, il s'agissait de déposer sur la surface de la Lune en fait des atterrisseurs. Donc il y en a eu deux, Chang'e 3 en 2013, Chang'e 4 en 2019. Chang'e 3 en fait sur la face visible et puis Chang'e 4, c'était une première sur la face cachée. Et ces deux rovers, ces deux atterrisseurs transportaient chacun un rover, U2, qui devait étendre les possibilités d'exploration en surface. Alors, le U2 1 est tombé très rapidement en panne, après 2 mois seulement de fonctionnement à la surface de la Lune. Par contre, U2 2 fonctionne apparemment toujours à la surface, c'est-à-dire près de 4 ans après son atterrissage, ce qui montre en fait la résistance du matériel chinois sur la Lune, puisque le Chang'e 3 visiblement fonctionne toujours. Et donc, on a trois véhicules en surface qui fonctionnent encore. À noter aussi l'envoi d'un satellite relais pour la mission sur la face cachée.
Donc, ça, c'était vraiment une première aussi faite par la Chine. Et puis finalement, la phase 3 eh bien, consistait à récupérer des échantillons sur la surface de la Lune. Ils ont récupéré 1,73 kg d'échantillons pour les ramener sur Terre. Mais c'était une mission qui a très très bien fonctionné et qui était une sorte d'Apollo en réduction. Il y avait absolument tout le scénario qui a été suivi par la Chine avec son Chang'e 5. Alors, à noter que ces trois atterrisseurs, Chang'e 3, 4 et 5, eh bien, sont des véhicules très sophistiqués que les astronautes d'Apollo ont pu analyser et ils ont observé un certain nombre d'équipements qu'ils connaissaient sur leur LEM. Hein. Les astronautes d'Apollo connaissaient parfaitement leur véhicule lunaire et ils ont repéré en fait un certain nombre de choses que les Chinois ont repris, et on imagine avec la technologie des années 2000. Donc, ça en fait des objets qui ont montré une grande fiabilité à la surface de la Lune. La possibilité aussi, ce que faisait pas en fait le véhicule Apollo en automatique, c'est-à-dire en fin de parcours, donc la sonde fait du stationnaire pour regarder en fait l'état du terrain et choisir le meilleur emplacement pour ne pas tomber sur un gros caillou, par exemple. Donc ça, c'est une particularité des modules lunaires chinois. Voilà, donc vous voyez, pendant ces trois phases, non seulement la Chine a acquis en fait un savoir-faire technologique très important, et puis a commencé une exploration de la Lune. Mais très franchement, si on fait en fait la comparaison entre la technique et puis la science, la technique est plus présente dans ce programme Chang'e. Voilà. Et puis, dernière remarque, on avait trois missions qui étaient prévues en 2002, 2004 quand le programme a été annoncé. Et vous voyez qu'en réalité, ils ont développé plus de véhicules pour accomplir ces missions. Voilà, alors quelques photos qui rappellent beaucoup l'imagerie Apollo. Donc, vous avez en particulier sur la photo en haut à droite l'atterrisseur de Chang'e 4 sur la surface cachée de la Lune. Et puis, vous voyez les rovers en haut à gauche et en bas à droite. Voilà ce que je voulais dire. La suite, en fait, du programme Chang'e, donc la phase 4, donc il y aura Chang'e 6 et Chang'e 7. Alors, peut-être que Chang'e 7 partira avant Chang'e 6. Donc, je ne sais pas encore s'il y avait des spécialistes avec nous pour nous donner les dates tout à l'heure, mais vraisemblablement que Chang'e 7 partira avant Chang'e 6. Euh, Remarque, Chang'e 6, en fait, et ça c'est une remarque importante, est la doublure en fait de Chang'e 5, comme Chang'e 2 était la doublure de Chang'e 1. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en Chine, tous les objets spatiaux stratégiques sont doublés. Par exemple, pour le corps central de la station, qui vole aujourd'hui, eh bien, on avait repéré dès 2016 que était construit en même temps un second corps central de station, au cas où le premier viendrait à défaillir. Et Tianhe 2 devrait voler l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, pour la Lune et pour le planétaire, je pense, même pour le planétaire, ça sera la même chose. Pour la Lune, c'est exactement ce qui s'est passé. On double en fait tous les engins importants. Donc Chang'e 6 en fait est la doublure de Chang'e 4. Et donc Chang'e 6 se posera probablement euh, euh, à côté du pôle sud de la Lune, excusez-moi, je cherche mes mots. Et il y aura en fait des instruments français qui devraient embarquer, pas qui devraient, qui vont être embarqués sur, sur cette sonde. Alors, il s'agira. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Que Chang'e 6 c'était la doublure de Chang'e 4? Non, Chang'e 6 c'est la doublure de Chang'e 5. OK? Et donc, elle ira récupérer des échantillons, elle aussi. Et donc, ça sera une mission importante, en particulier au niveau du séquencement pour préparer le vol habité. La mission de Chang'e 7, alors, une mission très, très ambitieuse.
qui vise aussi le pôle sud de la Lune. Donc, il comprend un atterrisseur, qui comprend aussi un satellite relais, et puis un sauteur. Donc, c'est le petit véhicule que vous voyez au milieu, et qui permettra d'étendre les possibilités d'exploration, en particulier pour aller dans les zones ombragées, rechercher l'éventuelle présence de glace d'eau. Donc voilà, Chang'e 8, donc, alors si la Chang'e 6 est déjà réalisée, c'est la doublure de Chang'e 5. Chang'e 7 est en cours de développement et Chang'e 8, on commence à la fabriquer. Et donc il s'agirait en fait du premier élément de la fameuse base lunaire automatique que la Chine voudrait faire avec la Russie. Et là, pour le coup, Chang'e 8, c'est plutôt 2027-2028, et ça serait vraiment un démonstrateur technologique qui serait utilisé en particulier pour eh bien, traiter la régolithe, la transformer et tester en fait l'exploitation in situ des ressources. Ce Chang'e 6 serait retour d'échantillon à proximité du pôle sud de la Lune. Chang'e 7, c'est aussi une exploration in situ à côté du pôle sud, avec un robot sauteur pour étendre les possibilités d'exploration et rechercher d'éventuelles traces de glace d'eau. Et puis Chang'e 8, qui est en cours de développement et qui constituera probablement la première mission du programme réalisé avec les Russes dans le cadre de l'ILRS. Donc, diapo 9, donc c'est une vision en fait de Chang'e 7, simplement pour que vous ayez un peu plus en détail la vision de l'explorateur. Et puis, j'étais en fait, Philippe, sur la diapo 10. Voilà. Voilà, et donc la diapo 10, qui est le programme avec la Russie. Alors, bon, comme je disais, c'est un programme à prendre avec des pincettes, avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, et avec l'agenda, en fait, de la Chine. Parce que je ne comprends pas bien, en fait, comment dire, la synchronisation du programme INRS avec les objectifs toujours affichés par la Chine. Mais bon, donc l'ILRS, c'est un programme qui en réalité a été évoqué dès le printemps, enfin dès le mois de mars 2021, et qui a été confirmé en fait à la conférence GLEX en juin 2021. Ce programme sino-russe est en concurrence directe avec Artemis, et ce que vise en fait ILRS, c'est à la fois une présence automatique sur la Lune, mais pourquoi pas aussi sur orbite, avec en définitive en fait une base habitée. On commence par en fait un complexe automatique, et progressivement il est visité par des astronautes, et puis finalement on s'installe euh, sur le long terme. Alors l'agenda du programme ILRS, euh, tel qu'il a été diffusé il y a quelques mois, donc c'est d'abord la mise en place d'un centre de commandement avec de l'énergie bien sûr, et puis des télécommunications pour relier la base automatique à la Terre. Ensuite, il y a la mise en place d'un laboratoire de recherche. Ensuite, ILRS 3, c'est un démonstrateur pour valider les technologies d'exploitation. Alors ça, vous voyez, ILRS 3, c'est en quelque part une doublure de Chang'e 8. À chaque fois, hein, quand on a un ILRS, on fait arriver sur la Lune un atterrisseur qui va faire en fait un type de mission. Et ces atterrisseurs, ils sont regroupés dans le même endroit et ils sont reliés visiblement par des petits robots sur le plan énergétique, sur le plan des télécommunications, etc. Et ce qu'on appelle en réalité base lunaire automatique, c'est tout simplement parce que on a mis dans le même endroit des atterrisseurs et qu'on fait communiquer entre eux, et qui ont chacun une mission donnée. Donc je suis toujours sur la planche 10, hein, Philippe, hein. Oui. Voilà, donc planche 11.
Alors, la planche 11, en fait, c'est euh, l'ambition des Chinois de faire arriver les leurs sur la Lune. C'est un programme qui est étudié depuis 30 ans. En fait, dès les premiers vols de Shenzhou, il y a énormément de déclarations en faveur des vols habités lunaires de la part des responsables chinois. Ce programme est associé en fait au développement du lanceur lourd, du lanceur super lourd CZ9 depuis maintenant plus de 15 ans. Et puis, depuis 2019, un nouveau lanceur super lourd est apparu, qui est le CZ5 DY, qui lui serait dédié au vol lunaire habité. Vous avez l'illustration en fait à droite des lanceurs dont je vous parle. Alors, le premier, c'est le CZ5DY, vous voyez, avec sa tour de sauvetage. Celui du milieu, c'est le fameux CZ9, donc un équivalent de Saturn V. Et puis, pour donner l'échelle, vous avez le lanceur CZ2F du vol habité, qui est complètement à droite. Donc, le CZ5DY serait pour un scénario dit Apollo léger, qui fera arriver en fait le petit atterrisseur que vous voyez et qui permettrait en fait de rester quelques heures à la surface de la Lune pour planter le drapeau et ramasser les cailloux et revenir immédiatement sur orbite, quoi. Mais dans un scénario qui ressemblerait beaucoup à Apollo, avec la différence que le module lunaire et le véhicule de transport des astronautes se dockent en orbite et non pas autour de la Terre. Et donc le fameux vaisseau de transport vers la Lune, vous l'avez au-dessus. C'est ce que les Chinois appellent le vaisseau de nouvelle génération, qui ressemble à la fois au Crew Dragon et à Apollo, qui a été testé avec succès au printemps de 2020 et qui peut transporter 4 astronautes, enfin 4 taïkonautes vers la Lune ou 6 taïkonautes vers l'orbite basse. Et c'est théoriquement le vaisseau qui va remplacer dans les années qui viennent Shenzhou pour aller vers la station chinoise. Donc vous voyez, en fait, avec le CZ9 et avec le CZ5DY, on a en fait deux orientations lunaires habitées. L'une pour faire des missions, on va dire, très rapides, de planter du drapeau avant, on va dire, d'ici à la fin de cette décennie, et qui utiliserait le lanceur CZ5DY. Je rappelle que les premières photographies du CZ5DY sont apparues en 2019 et on voyait des morceaux de lanceurs en usine, donc qui montraient que la chose existait en usine depuis au moins 2 ans. Et le premier tir du CZ5DY de Wenchang serait effectué en 2024-2025, avec un objectif donc des taïkonautes sur la Lune. Les Chinois l'ont redit d'ici à 2030. Donc, vous voyez, quand on regarde ce scénario qui est répété par la Chine depuis maintenant pas mal de temps, eh bien, il est en collision avec en fait les objectifs d'ILRS. Et donc, moi, j'attends de voir l'évolution de l'ILRS et des relations entre la Chine et la Russie pour me prononcer davantage sur l'avenir de ce programme et ses orientations. Parce que on a vraiment en parallèle un programme Chang'e dont je vous ai parlé jusqu'à Chang'e 8, et puis, en fait, le vol habité lunaire qui est étudié depuis une quinzaine d'années maintenant et dont probablement tous les véhicules sont au développement depuis 2015. Euh, donc c'est ce que je dis, oui, donc le lanceur 5DY est en développement. Le module lunaire, on a vu les premières ébauches des structures en fait dès 2014-2015. Le remorqueur lunaire pour faire descendre le petit module vers la Lune, lui, est probablement aussi en cours de développement avancé. Les véhicules automobiles lunaires, on en voit de toutes sortes depuis maintenant plus de 10 ans. Et puis de scaphandres, bien sûr. Donc, il y a des modèles de scaphandres qui sont apparus dans des articles techniques, dans des films promotionnels
Et on sait maintenant que la Chine maîtrise bien cet aspect-là. On a vu qu'il y a déjà 4 sorties extravéhiculaires qui ont été réalisées avec la station, depuis la station chinoise. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de maîtriser et on aura probablement un dérivé de ces scaphandres pour la Lune. Voilà, diapo suivante, Philippe. Donc, la diapo 12. Voilà. Voilà, donc les vols habités commenceront en fait par des séjours courts. Et puis, la Chine, en fait, dit depuis 20 ans aux Américains, vous n'y êtes que passé et nous, on va rester. Donc, il y a bien une volonté depuis 20 ans, à un moment donné, même en réalité beaucoup plus ancienne, mais bon, pour faire court, je veux dire, depuis 20 ans, pour s'installer sur la Lune, pour assembler une base habitée qui servirait bien sûr, en fait, à faire de la science, mais aussi à tester toutes sortes de technologies d'exploitation, parce que la Lune est perçue pour la Chine, et un petit peu pour les Américains aussi, comme un ressource de matières premières. Et quand on en sera à la base lunaire, le CZ5DY ne sera pas suffisant pour transporter en fait un fort tonnage sur la Lune. Et les Chinois parlent toujours, et ils l'ont encore dit récemment, que c'est bien le CZ9 qui sera utilisé pour l'exploitation d'une base lunaire. Alors cette base lunaire, on a plusieurs papiers qui existent. Il y a la CAST qui a fait quelques rappels il y a quelques mois sur le fait qu'il y aurait une partie pressurisée, donc un laboratoire, un habitat et une serre. Donc ils veulent tester l'autosuffisance sur la Lune. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans les projets spatiaux habités chinois. Il y aura une centrale énergétique, bien sûr, des moyens de communication, et puis des automobiles pour pouvoir augmenter les capacités d'exploration en surface. On sait depuis le début de l'année que ces 2 images qui circulent depuis pas mal de temps sont en fait des projets de la CAST qui datent de 2010-2011. Vous voyez? Donc depuis, par contre, évidemment, on a rien d'autre qui nous permet de savoir comment ça a évolué. Alors, l'avenir des Chinois sur la Lune, alors ils parlent de plus en plus de radiotélescopes sur la face cachée, de prospection minière dans les années 2030. Alors, ils auraient, il y a comment dire, une information qui a circulé, je pense que c'est dans le quotidien du peuple. Alors, je rappelle qu'en Chine, les seules sources valables d'information sont les médias d'État, c'est-à-dire le quotidien et puis Chine Nouvelle, chinois. Donc, l'un des deux organes de presse étatiques ont rappelé que la prospection minière constituait l'un des objectifs des Chinois sur la Lune et qu'ils auraient déjà déterminé 4 points d'exploration habitée, plus ou moins permanents, pour voir, pour connaître la nature du sol et ce qu'on peut y faire. Euh, Ensuite, alors je terminerai par une vision globale qui revient assez souvent, qui est la création en fait d'une zone économique entre la Terre et la Lune d'ici à 2049 pour célébrer le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Voilà, j'avance un peu parce que je vois l'heure qui avance. Alors Philippe, je te propose d'aller directement à la page 14 et puis de parler un peu plus rapidement de Mars. Je suis peut-être un peu trop étendu sur la Lune. Alors, euh, les études en fait pour l'exploration martienne ont commencé dans les années 90. La case que je vous disais tout à l'heure a évoqué pour la première fois le sujet en 98. Euh, et puis, il y avait eu une compétition entre ce projet avec d'autres sondes. C'est la Lune qui a gagné. En même temps, dans les années 2000, on a vu apparaître plusieurs maquettes de sondes martiennes différentes dans les salons chinois. Et puis, il se lance dans un projet sérieux avec Ingo 1, qui était une petite sonde démonstrateur qui devait être lancée par les Russes, mais l'engin russe n'a pas fonctionné
Et la sonde chinoise est retombée avec le Phobos Grunt le 15 janvier 2012. Cela dit, même si ils n'ont pas fait la mission, ils ont appris beaucoup sur le plan technologique avec cette petite sonde. Donc, peut-être frustrés de n'avoir pas réalisé en fait ce véhicule, ils ont immédiatement euh, switché sur la réalisation en fait d'une mission beaucoup plus ambitieuse, dénommée Tianwen, et qui visait vraiment à faire de manière autochtone une mission qui visait à la fois l'orbite, mais aussi la surface. Donc c'était très très ambitieux, puisque euh, les Russes ont tenté ça dès les années 70, mais euh, sans succès. Alors que là, en fait, que ce soit l'orbiteur, l'atterrisseur et le rover, tout a très très bien fonctionné et s'est placé sur orbite martienne et a atterri avec succès sur Mars et roule maintenant sur Mars. Alors, je ne vais pas vous faire les détails en fait des objets. Comme vous aurez la possibilité d'avoir la présentation, vous regarderez en détail ce que je mets. Je suis passé sur le Et numéro 15, hein, c'est cela? oui, oui, on est sur la 15. Et Ouais. maintenant, on va aller sur la 16. Voilà, sur la 16. Donc, la 16, Ouais. c'est pour vous rappeler le train martien chinois avec son orbiteur et puis sa capsule dans laquelle on avait l'atterrisseur et le rover. Et puis, une petite silhouette qui montre quand même les dimensions assez importantes d'un premier véhicule pour explorer Mars. Ça, c'est à tout point de vue. La Chine a vraiment fait une avancée assez importante avec ce programme. Diapo 17, Philippe. Alors, l'historique de développement de Tianwen, en fait, ce qu'on en sait, hein, donc, on est en 2011, le démarrage des démonstrateurs technologiques. En 2015, la Chine, en fait, nous indique qu'elle fait des essais de parachute et qu'elle met au point le système d'atterrissage. En 2016, c'est le démarrage officiel du programme Tianwen 1. En 2018, la Chine annonce la fin du développement du système de propulsion et puis des essais de déploiement du parachute supersonique. En 2018, c'est le début de l'intégration du train martien. En 2019, c'est le dernier essai de la phase finale d'atterrissage qui est conduite devant une personnalité et 19 ambassadeurs. C'est la photo que vous avez en bas. Vous voyez que les Chinois n'hésitent pas sur les moyens hein, quand ils veulent tester du matériel d'exploration. L'historique de la mission Tianwen 1, eh bien, le 23 juillet 2020, c'est son décollage. Elle arrive en orbite martienne le 10 février. L'atterrissage s'est passé l'année dernière le 15 mai. Et le 22 mai, le rover était et roulait sur Mars. Les objectifs, c'est la géologie, la recherche de la présence actuelle et passée de l'eau, la structure interne de la planète, l'identification des minéraux, l'atmosphère de Mars et l'environnement spatial autour de Mars. Mais en réalité, ce qui apparaît très clairement avec cette mission, c'est euh, le besoin de maîtriser en fait toutes les techniques pour aller sur Mars et se poser sur Mars. Pour les Chinois, c'est tout aussi important que de faire des missions. Et je dirais même, d'abord, l'objectif principal, je fais de la démonstration, je teste, et si ça marche, la cerise sur le gâteau, c'est que je fais aussi de la science, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut voir un Tianwen, à mon avis, quoi. Euh, L'information la semaine dernière, c'est que le rover avait parcouru 1600 mètres, en fait, hein, depuis qu'il roule sur Mars. Il est toujours actif. Donc là encore, on voit la fiabilité du matériel d'exploration chinois sur le long terme. C'est assez remarquable. Excusez-moi, j'avance, mais je voudrais qu'on discute un petit peu. Donc là, Philippe, j'étais en page 18, hein. Tu y étais aussi? Oui, c'est bon là. J'y suis. Alors, page 19. Donc ça, c'est quelques images qui nous rappellent ce que font aussi les sondes américaines très bien. Et puis, la page 20, qui est importante. Alors, la page 20 qui est importante parce que il y aura la prochaine mission, ça sera un retour d'échantillon. Vous voyez, et je ne sais pas si vous connaissiez en fait cette image que j'ai découverte il y a quelques semaines.
où on voit en fait un atterrisseur porteur d'une petite fusée qui va ramener les échantillons sur orbite martienne. Donc cette mission de retour d'échantillons, elle est prévue pour le début des années 2030 et la Chine a annoncé il y a 2 semaines qu'elle nécessiterait l'emploi d'un lanceur lourd CZ-9. Voilà. Et donc le scénario de mission autour de Mars, c'est un peu celui qui a été fait pour Chang'e 5 autour de la Lune. Et il faut prévoir que ces deux missions stratégiques, Tianwen 1 et Tianwen 3, ont probablement produit des doubles. Et je ne serais pas du tout étonné que la Chine, en fait, lance des choses entre maintenant et 2030 pour préparer la mission de retour d'échantillons, comme ils l'ont fait pour la Lune finalement. Et puis, l'aspect très important, qui est historique pour moi, qui est l'exploration habitée de Mars par la Chine. Avant, en fait, le mois de février-mars de l'année dernière, c'est quelque chose qui n'était jamais évoqué par la Chine. Il y avait quelques études, mais l'Agence spatiale chinoise ne s'était jamais manifestée. Or, au février 2021, en fait, vous voyez ces photos très importantes en bas à droite, qui est le moment où, en fait, le directeur de l'Agence spatiale chinoise présente le lanceur super lourd CZ-9 au président Xi Jinping en disant qu'il sera le lanceur du vol habité martien. Donc ça, c'est une première. Jamais la Chine n'avait associé la CZ-9 au vol habité martien et ne s'est exprimé officiellement là-dessus. Et ça a été repris par toute la presse. Donc ça, c'est important. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'au GLEX 2021, ils ont ajouté d'autres informations en présentant cette fois-ci un agenda avec un survol habité de Mars en 2033, un atterrissage sur Phobos en 2035 et un atterrissage sur Mars en 2037. Alors bon, à mon sens, c'est très très peu crédible avant 2040 parce qu'il y a un certain nombre de technologies à mettre au point. Le CN9 n'a pas encore volé, il ne volera pas avant 2030. Donc, mais voyez, il y a une annonce de fait, une intention de donner sur les vols habités martiens, sur le fait que la Chine maintenant s'intéresse à cela, et deuxièmement, en fait, la présentation d'un agenda. Voilà, Philippe, la 21, une petite image qui un peu plus futuriste d'un simulateur de base martienne dans le désert de Gobi. Donc c'est assez récent. Et puis, alors pour le système solaire, les missions prochaines seront l'exploration des petits corps célestes. Ce sera l'objectif de l'émission Tianwen 2, dénommée aussi Zhanghe, et qui vise en fait à explorer à la fois un géocroiseur et une comète. Euh, la sonde récupérera en fait des échantillons sur le géocroiseur pour les ramener vers la Terre avant de repartir explorer la comète. Je passe page 24. Alors, page 24, en ce qui concerne aussi l'exploration des petits corps célestes, eh bien, ils font feu de tout bois. Il y a plusieurs missions qui sont projetées, en particulier des missions qui viseraient plutôt à, à maîtriser l'exploitation in situ des ressources. Une mission aussi qui ferait la protection planétaire, c'est-à-dire comment on peut dévier un astéroïde, quel type de projectile il faudrait lancer, etc. Et puis, alors, plus inquiétant, mais les papiers existent aussi, c'est en fait de détourner des astéroïdes. Alors, au début, c'était très pacifique. On prend un petit astéroïde, on l'envoie sur Terre pour pouvoir l'exploiter in situ. Alors, évidemment, on le fait atterrir, entre guillemets, dans un désert. Et puis, d'autres papiers imaginent en fait d'utiliser les petits cailloux pour les envoyer sur Terre sur une cible particulière. Vous voyez, donc, ça couvre un peu tous les domaines. Autre projet, Philippe, page 25. Donc, sont étudiées aussi une mission d'exploration de Vénus. Donc, la photo vous montre en fait une sonde dotée d'un radar pour faire de la cartographie de l'étoile du Berger. Mais ça sera une sonde de reconnaissance globale. Donc, c'est quelque chose qui est évoqué, mais qui n'a pas démarré officiellement. Il y a
un plan quinquennal qui a démarré au mois de mars et on attendait qu'il y ait des annonces sur cette sonde et ces annonces ne sont pas venues. Donc, ce sera peut-être pour le prochain plan quinquennal. Et puis, alors, Jupiter constitue la cible après Mars et puis les astéroïdes. Donc, c'est en cours d'étude avancée. Alors, ils n'ont pas encore arrêté les scénarios, mais alors, il y aurait alors, soit un flyby de Jupiter avec deux sondes, un peu comme le Voyager, mais aussi, en fait, des orbiteurs, soit un Jupiter Callisto orbiteur qui pourrait faire atterrir quelque chose sur Callisto, et puis sinon un orbiteur pour faire l'étude en fait de l'environnement de Jupiter et en posant cette fois-ci un atterrisseur sur la lune volcanique Io. Alors, euh, il y a aussi en fait le largage, mais là je pense qu'il y a eu un petit défaut d'alinéa, mais il faut rajouter en fait l'étude d'un explorateur d'Uranus qui serait aussi en flyby. Et sinon, pour le système solaire lointain, donc il y a une mission qui est apparue enfin, le 22 février dernier pour explorer Saturne. Alors, par contre, ils ne disent pas si ce serait un survol ou une mise sur orbite. Il y a une autre mission qui est apparue récemment, qui est l'exploration de Neptune, avec une sonde à propulsion électronucléaire. Et puis finalement, lors de la dernière réunion, en fait, je cherche le mot, excusez-moi, tous les 5 ans et même tous les ans, au mois de mars, il y a la réunion de l'Assemblée du peuple en Chine et qui est toujours l'occasion, en fait, de faire parler les gens du spatial et des annonces sont faites. Alors, surtout quand il y a un nouveau plan quinquennal, il y a encore plus d'annonces, mais au mois de mars, euh, c'est là qu'ont été annoncées en fait l'exploration de Neptune et puis une mission de type Voyager dont le but, ça serait d'atteindre 15 milliards de kilomètres en 2049 pour célébrer en fait le centenaire de la République populaire de Chine. Alors en conclusion, Philippe, on va directement en page 27. Donc on peut dire qu'en 2022, la Chine est présente, comme vous l'avez vu, autour et sur la Lune, autour et sur Mars, et qu'on a aussi des sondes dans l'environnement interplanétaire. Je pense à Chang'e 2 et donc Chang'e 5 T1. Ensuite, on peut dire que les programmes d'exploration automatique de la Lune et Mars, comme vous l'avez vu, ils vont se renforcer, poursuivre et se renforcer. Il y a d'autres destinations qui sont visées, hein, les petits corps célestes, Vénus, mais aussi l'espace lointain avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. L'exploration habitée va suivre. Alors, on est quasiment certain pour la Lune dans les prochaines années. Et puis, depuis l'année dernière, on sait qu'ils visent aussi Mars. L'exploration planétaire est d'abord la volonté de maîtriser toutes les technologies, comme je essaie de vous le dire depuis le début, et des opérations. Et la science vise surtout à reconnaître le terrain pour les missions suivantes. Dans le cas de la Lune, il s'agit de préparer le terrain, bien sûr, pour les missions habitées. Ce sera la même chose pour Mars. Euh, et puis, je finirai avant qu'on discute un petit peu, pour dire que la dynamique se poursuit, que on assiste à une certaine accélération en ce qui concerne le système solaire, qui n'était pas du tout une préoccupation de la Chine il y a une dizaine d'années. Et à ce train-là, effectivement, ce que j'appelle l'expansion de la civilisation dans le système solaire pourrait être dominée par la Chine. Enfin, là, je mets vraiment des bémols parce que, en réalité, j'en suis pas très sûr, quoi. Vu ce qui se passe aux États-Unis, je pense que la dynamique, en réalité, elle est plus américaine là-dessus que chinoise. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu rapide pour la dernière partie, mais j'attends en fait vos questions. Donc, on peut aller en page 28 pour vous rappeler qu'il y a quelques ouvrages qui évoquent ce dont je viens de parler, quoi.
Voilà, merci pour votre écoute et j'attends vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. C'était une formidable compilation d'informations qui ne sont pas nécessairement très connues. C'était très intéressant. Euh, moi, on a un certain nombre de questions dans le chat. Est-ce que vous me voyez à l'écran ou pas? On te voit à l'écran, là, oui, absolument. D'accord. Et alors, dans ce Donc, cas-là, j'enregistre toujours, hein. ok, est-ce que tu peux enlever la planche peut-être? J'arrête de partager, OK? Ben, pour que je puisse me voir. Voilà, je suis Voilà, voilà, parfait. ce sera plus pratique Voilà. pour les gens aussi. Moi, donc, Allez-y. si je peux te poser trois questions. Premièrement, quel est le rôle de la Russie dans les partenariats avec la Chine sur ces programmes d'exploration lointaine, y compris Il n'y en a humaine? pas. Il n'y en a pas pour le moment. D'accord, juste Alors, ILRS. alors il y a juste ILRS et on ne connaît rien sur, pour l'exploration lunaire jusqu'à présent, il n'y a rien, D'accord. Donc, absolument rien, c'est un programme très chinois centré, hein, donc, complètement. voilà. Mhm. L'autre sujet, c'est quelle est la stabilité de la programmation budgétaire en Chine? Bon, on a vu aux États-Unis, depuis 20 ans, il y a eu Aucun des projets problème. très ambitieux qui s'arrêtent soudain d'une année sur l'autre, puisque Ah oui, on mais vote les budgets sur une base annuelle. Comment ça se passe en Chine? Est-ce que ces l'avantage, projets qui sont présentés ont une l'avantage, visibilité réelle pluriannuelle? si ça correspond à une vision politique, il n'y a aucun problème. Euh, c'est un OTA qui ne fonctionne pas de la même manière qu'aux États-Unis, comme vous le savez. Donc, quand un programme est arrêté, il peut être conduit pendant 20 ans, quoi, sans que personne ne puisse le critiquer. D'accord, Donc, les problèmes qui se posent aux États-Unis ne sont pas du tout ceux de la Chine. C'est un avantage pour la Chine. d'accord. Alors, il y a pas de marge de manœuvre pour des acteurs privés, peut-être plus réactifs, Pas comme on encore, voit aux pas États-Unis? encore, pas encore, mais le secteur privé commence à être actif dans le domaine des petits satellites, des constellations, et il y a un nombre important de projets qui foisonnent pour les petits lanceurs. Et il existe en fait l'émergence d'un New Space en Chine. D'accord, Il n'existait pas en Russie, mais en Chine, on peut imaginer que le privé arrive très vite en réalité. d'accord, Enfin, le privé, entre guillemets, hein. d'accord. Alors, je vais peut-être. Il y a eu quelques questions posées dans le chat que je vais essayer de résumer, et puis après, je passerai la parole à tous ceux qui voudront poser des questions en plus. Alors, pardon, je cherche le chat. Alors, on a une question sur le générateur d'énergie sur la Lune. Qu'est-ce qui est envisagé? Tu as évoqué effectivement dans les Oui, projets à des la fois générateurs d'énergie. le nucléaire, mais alors sur le nucléaire, les Chinois l'ont dit, hein. Mais on voit sur les illustrations surtout des panneaux solaires, beaucoup de panneaux solaires, quoi. Mais donc les deux ont été évoqués. D'accord. Sur la Lune, c'est pas facile, les panneaux solaires, hein, parce qu'il y a 14 jours terrestres Exactement. consécutifs sans C'est pour soleil. ça que Il faut le des nucléaire capacités de serait stockage importantes. exactement, et le nucléaire serait plus adapté, quoi. Oui, d'accord, d'accord. On a des questions sur, c'est pas comment, quelles sont les sources d'infos pour approfondir ou pour poursuivre Ah, des informations là-dessus, parce que alors c'est vrai quand déjà, Google ne fonctionne pas très bien, hein, sur ces sujets-là. alors déjà, je vais pas tout vous dire évidemment, quoi, Oui, mais bien sûr. euh, le long terme, c'est-à-dire que moi je regarde tous les jours ce qui se passe. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui débarque dans un sujet chinois, il ne peut rien comprendre, quoi. Ou du moins, euh, il faut de la patience sur le long terme. En général, vous avez les dépêches, c'est 10 lignes, 20 lignes. Et dans une dépêche, vous avez une ligne d'intéressant, quelquefois que quelques mots. Donc, sur la journée, c'est invisible. Sur une semaine, vous pouvez capter quelque chose. Sur un mois, ça commence, vous avez des pièces du puzzle. Sur un an, là, vous commencez en fait à pouvoir comparer entre ce qui est réalisé, ce qui est dit, etc. Sur 10 ans, vous pouvez imaginer que ça commence à devenir particulièrement intéressant. Et moi, je fais ça depuis 30 ans et avec le web depuis 20 ans, quoi. Il y a des sources très très bonnes d'informations, mais si vous allez sur des sources classiques, vous ne trouverez rien. Euh, Ce qu'il faut aller aussi, c'est aller voir le mandarin. Il y a des très bons outils de traduction qui s'améliorent de mois en mois.
Et par exemple, sur le projet que je suis en train de conduire sur Shouguang, donc le premier programme de vol spatial habité chinois, c'est extraordinaire ce que j'ai découvert depuis 2 ans au mandarin, quoi. Personne ne regarde, personne ne lit. Donc, y compris pour le spatial, il y a énormément de choses qui sont données par la Chine, mais il faut avoir le temps de prendre chaque élément, de les comparer entre eux, de comparer ce qui est dit et puis ce qui est réellement réalisé, hein. C'est la meilleure chose, hein, parce que lire le livre blanc, c'est manquer 60% de, du spatial chinois, parce que le livre blanc ne parle que des programmes déjà civils. Et en plus, ne serait-ce par exemple, je prends le livre blanc qui n'annonçait pour la Lune que les missions Chang'e 1, 2 et 3, c'est-à-dire orbite, atterrissage et retour d'échantillon. Vous avez bien vu que on n'en est pas à 3 missions, mais 7. Et le livre blanc, les 4 autres missions, il ne les a jamais en fait répertoriées. C'est un exemple pour vous dire que pour tout le spatial chinois, c'est ça. Et donc, il est très compliqué, même avec les éléments officiels, en fait, d'obtenir une vision la plus complète et la plus détaillée sur ce qui se passe. C'est franchement euh, la lecture du maximum de documents. Alors, peuvent être aussi des articles techniques, mais vous pensez bien que dans les articles techniques, on ne dit pas tout, quoi. Donc, il faut après, c'est l'habitude, c'est l'expérience qui permet, en fait, d'extraire le bon grain de livret. Et c'est parfois compliqué, souvent très long. Mais vous voyez, je vous ai fait une présentation très courte, en fait, d'exploration spatiale en Chine, mais j'aurais 100 fois plus de choses à vous dire. Euh, voilà quoi. Et vraiment, hein, donc, mais on n'a pas le temps. Et puis, est-ce que ça va intéresser tout le monde? Peut-être pas. Ouais. Alors, Donc, voilà. autre Mm. question, on a évoqué de l'instrumentation française sur Changi Oui, 6 alors ou 7. je l'ai Quelle plus est la en mémoire. situation de la coopération franco-chinoise? Euh, alors, je ne veux pas m'exprimer de manière officielle sur ces choses-là. Je connais pas. Je préfère laisser les instances comme le CNES et la CNSA en D'accord. parler. Et parce que j'ai pas en mémoire en plus, je ne voudrais pas vous dire des bêtises, quoi. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est sérieux. Et je crois qu'un détecteur de radiation, si je me souviens bien, est un autre instrument, quoi. Mais c'est quelque chose qui visiblement fonctionne bien, quoi. Je veux D'accord. parler de la coopération, bien sûr, hein. D'accord. Voilà. Une autre question, pourquoi la Chine est-elle relativement discrète concernant son programme spatial? C'est vrai qu'il y a quand même Ah, relativement peu de communication en Occident, hein. oui, il peut y avoir plusieurs raisons. Euh, J'en trouve pas une valable à vous mettre en avant. Pour le militaire, oui, là on comprend le fait qu'ils ne disent rien. Pour l'exploration planétaire, ils parlent quand même enfin, beaucoup plus que les Russes pouvaient le faire à l'époque de l'Union soviétique. Il y a beaucoup plus de choses qui sont accessibles. Quand il s'agit d'une mission qui est connue, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, les missions qui arrivent un peu par surprise, là c'est vraiment la surprise, hein. On n'avait rien pu détecter, quoi. Les missions, les doublures. Alors maintenant, on sait qu'ils doublent tous les missions, les véhicules stratégiques. Ça, maintenant, c'est un fait. Mais au début, c'était étonnant. On ne s'y attendait pas, quoi. Euh, donc, c'est un peu compliqué à répondre parce que vous voyez, il y a des missions surprises dont on pouvait absolument rien soupçonner, et puis celles qui étaient finalement relativement bien connues et bien documentées. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Mm. D'accord. On a aussi une question sur donc la Chine spatiale s'est développée sur la base de technologies russes. C'est ce que Pas du tout. indique notre Pas, interlocuteur. Non, pas d'accord, du tout. Pas du tout. d'accord, Alors là, je stop avec ce d'accord. fantasme. C'était une question. Euh, je rappelle par exemple que pour les vols habités, et je suis en train de le démontrer, que dès 1965, en fait, ils mettent des centaines et après des milliers de personnes pour acquérir en fait la connaissance et les techniques qui permettent le retour d'orbite, qui permettent de faire
voyager des gens dans l'espace, etc. C'est-à-dire que quand ils lancent Shenzhou, en fait, en 92, la Chine a déjà 25 ans au moins, même un peu plus d'expérience dans le domaine du vol spatial habité. Et en fait, ils ont euh, regardé ce qui marchait bien à l'extérieur. Ils ont repris les fonctions du Soyouz parce que c'était des fonctions qui correspondaient exactement à à la fois ce qu'ils voulaient en termes de mission, mais aussi ce qui correspondait en fait à leur niveau de développement technologique. Mais franchement, quand vous regardez un Shenzhou et un Soyouz, ça n'a strictement rien à voir. Donc on conserve les fonctions, mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose c'est ce qu'on appelle la réinnovation à la chinoise. Regardez ce qui se passe aussi avec la station, l'aménagement qu'ils ont fait de Tianhe, qui est quelque chose de tout à fait inédit et qui a strictement rien à voir avec ce qu'ont pu faire les Russes, quoi. Donc on sait que, par exemple, ils ont eu beaucoup de mal à développer le scaphandre de sortie, et ce dont on est sûr, c'est qu'ils ont acheté 7 scaphandres Orlan pour faire le leur. Quand il y avait eu justement la sortie extravéhiculaire en 2008, la Chine avait beaucoup parlé de ça, de la difficulté qu'elle avait eu à mettre au point ce scaphandre, et elle avait dû acheter en fait ces matériels. Par contre, il y a beaucoup de choses euh, qu'on a soupçonné en fait avoir acheté aux Russes et qui en fait non. Et les Russes ont démenti. Et en plus, très souvent, on dit que les Russes avaient proposé en fait à l'achat certains matériels, mais qui étaient tellement onéreux qu'ils avaient préféré le faire par eux-mêmes. Et de toute manière, dans les faits, quand on regarde en fait au niveau technologique, à quoi ressemblent en fait les objets chinois, c'est des objets autochtones et qui ont comment dire, une architecture qui n'est pas celle des Russes. Et je répète, hein, ils peuvent réutiliser les fonctions, mais tout le monde, on l'a vu que dans le vol habité. Parce que sinon, leurs satellites sont des choses. Il faut pas prendre les Chinois pour des gens qui seraient obligés de copier les autres. Non, là, il faut vraiment arrêter maintenant, sinon on va voir encore des surprises Hmm. avec la Chine. Non, non, ils Hmm. savent se débrouiller. Et par exemple, le niveau atteint au niveau des véhicules d'exploration montre à quel point ils ont progressé à tous les niveaux dans le domaine spatial et des technologies spatiales. Voilà. On a une question sur les relations avec les CNES, enfin sur les expériences françaises embarquées. Il y a Non, une question sur l'ESA. je Est-ce suis pas le que... porte-parole de l'ESA et du CNES, donc je ne peux Oui, pas oui, parler à leur d'accord. place. D'accord, d'accord, parfait. Ok, entendu. Écoutez, j'ai éclusé les questions qui ont été posées. Il Euh, y en a en direct, si voilà, les personnes ceux veulent. qui ont des questions à poser en direct, n'hésitez pas. Christian Prin, vous m'entendez là? Oui, Parfaitement. oui, très bien. Oui, j'étais à l'origine de la question concernant la technologie russe, puisque bon, on a vécu à peu près la même démarche sur comment dirais-je, dans le domaine électrogène, hein, puisque donc les Chinois, il y a à peu près une quarantaine d'années, ont décidé d'acheter tout ce qui se faisait dans le monde, aussi bien côté donc tout d'abord américain, puis ensuite français. Et aujourd'hui, ils sont devenus à peu près autonomes hein, pour pouvoir proposer des réacteurs nucléaires comme le Wallon, hein, qui actuellement donc a été qualifié au titre de la sûreté nucléaire. Simplement, ce que je voulais comprendre, c'était la démarche suivie par la Chine pour acquérir justement cette autonomie qui a mis à peu près 40 ans dans le domaine nucléaire. Et à tort peut-être, hein, j'avais imaginé que les technologies de base appliquées dans la recherche chinoise au départ dans les années 80, c'est plutôt des technologies effectivement soviétiques, donc je me suis peut-être Pas trompé. du tout. Non, 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 Et ça c'est. que, ok, et Oui. que, Mm. et que je sais qu'aujourd'hui, ils ont quelques difficultés dans le domaine du contrôle-commande, hein, puisque bon, tout était basé sur la technologie, je dirais, des pays occidentaux, en particulier américaine. Et donc, dans le domaine spatial, y a-t-il pas non plus une possibilité de partenariat avec les Chinois, puisque bon, c'est aussi, je dirais, notre intérêt de travailler avec eux. Et est-ce qu'ils en ont fait la demande? Est-ce qu'ils envisagent également, pour ces programmes-là, ben, pourquoi pas travailler avec les Français, voire avec les pays européens au travers de l'ESA? Alors,
deux aspects dans la réponse. Oui, effectivement, ils cherchent effectivement à coopérer, ils recherchent le partenariat. Ça, c'est une certitude. Et le deuxième aspect, Joker. Oui, c'est un peu. Je pense simplement qu'à un moment donné, il faut revenir à des principes de réalité, surtout en ce moment, quoi. Point. Enfin, moi, par rapport à ma modeste expérience, la démarche du partenariat est tout à fait intéressante sur le moyen, voire le long terme, parce que j'ai de très bonnes relations avec mes collègues chinois. Eh ben, parfait. Et j'imagine que c'est à peu près la même culture qu'on doit appliquer, en tout cas la même règle qu'on doit appliquer pour tenir compte des cultures différentes dans le domaine spatial. D'accord. En tout cas, bravo pour cette présentation. Je vous remercie. D'autres questions éventuelles? Oui, bonjour. Moi, je reviens sur la question du nucléaire. On avait vu une diapo, il me semblait que c'était de la propulsion nucléaire. Alors, de quoi s'agit-il et est-ce que c'est fait avec des Russes? C'est Frédéric qui parle? Non, qui est-ce? Excusez-moi. Frédéric Tatou. Oui, c'est Frédéric Tatou, oui, oui. D'accord. Oui, alors effectivement, intéressante question aussi. Il y a même cette question stratégique pour aller vers Mars. Donc, alors il y a des plans qui circulent maintenant sur les projets martiens, des vaisseaux chinois, etc. Il est clair que aux États-Unis, pour aller vers Mars, c'est le nucléothermique qui permet d'y aller le plus vite possible pour éviter que les astronautes se prennent trop de radiation. Et il y a encore, en fait, il y a le programme Draco aux États-Unis qui vise en fait à tester enfin un moteur nucléothermique sur un petit remorqueur qui ferait Terre-Lune. Donc c'est un programme de la DARPA qui est en cours. Et puis avant de partir, le président Trump en fait a signé en fait un certain nombre d'accords sur le nucléaire spatial qui incluait le développement en fait des moteurs nucléothermiques. Or la Chine est exactement sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que tous ces projets en fait utiliseraient le nucléothermique pour des vaisseaux habités. Alors peut-être de l'électronucléaire parce qu'on a vu des choses pour les cargos. On comprend que bon, on a moins besoin de protection, on peut faire des vols plus longs avec de l'électronucléaire. En revanche, tout ce qui est vol habité, c'est du nucléothermique. Or, il y a encore, quand je demandiez, vous me posiez la question sur les sources, eh bien, il y a une source de 2008 ou 2009 qui annonçait en fait un programme de coopération russo-chinois en fait pour du transfert, l'étude, transfert de technologie sur le nucléaire spatial pour la propulsion. Alors, ça pouvait vouloir dire à la fois d'électronucléaire, on sait que les Russes ont beaucoup étudié ça, mais aussi du nucléothermique, parce que les Russes ont eu un moteur qui est le RD 410 et qu'ils ont testé au banc pendant longtemps. Et je suis toujours demandé si les accords ILRS cachaient pas autre chose, justement. Et le fait que les Russes se lient avec les Chinois pour avoir un accès plus facile à la Lune d'une part, mais pour que les Chinois puissent éventuellement les embarquer sur Mars très vite en échange de 60 ans d'expérience du vol évité martien qui serait transféré à la Chine. Ça, c'est quelque chose que j'imagine. Alors, je me trompe peut-être complètement, mais je ne comprends pas bien pour le moment l'intérêt des uns et des autres. Alors, si, un peu plus maintenant par rapport à ce qui se passe, mais si vous voulez, l'association des Russes et des Chinois, les Russes qui n'étaient pas très super volontaires pour la Lune et qui se retrouvent dans un programme de base lunaire et avec des Chinois qui, eux, étaient ultra volontaires, qui ont beaucoup de moyens pour aller sur la Lune. Je me disais, mais qu'est-ce que ça cache et qu'est-ce que ça pourrait pouvoir dire, quoi. L'une des hypothèses que j'imagine, enfin, ça pourrait être en fait un échange au niveau, cette fois-ci, alors là, direct de technologie pour aller très vite sur Mars.
parce qu'à partir du moment où effectivement les Chinois auront le CZ9, eh bien, ils auront le lanceur qui leur permettra de mettre des forts tonnages en orbite entre 100 tonnes et 140 tonnes, et donc la possibilité d'assembler un vaisseau martien. Et on imagine l'association des moyens énormes de la Chine avec sa volonté d'aller sur Mars et celle de l'expérience technologique des Russes pour faire ce bond. Mais là encore, si vous voulez, tout va dépendre maintenant de ce que SpaceX va faire avec le Starship. Parce que on assiste en fait à une accélération incompréhensible, je dis bien, de ce qui se passe en ce moment autour du Starship. Et donc j'attends de voir, mais c'est tout à fait étonnant. Comme s'il y avait une urgence à faire des Starships. Alors bon, je veux bien que Musk ait besoin de lancer très très rapidement des centaines de Starlink pour pouvoir, comment dire, assurer une couverture et gagner beaucoup d'argent. Mais ces plans ont complètement changé entre la fin de l'année où ils prévoyaient 2 à 3 des essais de Starship cette année, et puis l'éventualité de faire 22 tirs en 2022. Alors, ça paraît complètement dément, mais l'État américain lui a visiblement procuré très très vite des dizaines d'hectares à Cap Canaveral pour qu'il fasse une nouvelle base de construction des Starships. Alors, regardez, il n'y avait rien il y a 2 mois, et en 2 mois, des bâtiments se construisent, une tour de service est en train de se monter qui va être construite à proximité du pas de tir 39A. C'est, enfin, l'avenir des États-Unis va peut-être entièrement passer par Starship, qui promet d'être un lanceur totalement révolutionnaire sur le plan des opérations, pas sur le plan technique, parce que ça ne fait qu'optimiser les technologies anciennes, mais sur le plan des opérations, ils visent quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, bon, j'attends de voir, hein. Rien n'a été démontré, mais c'est ce qui est en train, en tout cas, la dynamique d'assemblage des lanceurs Starship aux États-Unis, et puis le fait que tout s'accélère subitement depuis 3 4 mois, est quelque chose qu'on doit suivre avec une grande attention pour savoir ce que préparent en fait les Américains. Et je rappelle que c'est un lanceur qui doit être un outil pour les États-Unis, qui permettra l'accès à tous les types d'orbites et les trajectoires dans le système solaire. C'est totalement inédit ce qui est en train d'arriver. Et si les États-Unis, en fait, arrivent à disposer d'un objet aussi révolutionnaire, eh bien, on n'a même plus besoin de parler de la Chine. Parce qu'ils seront. Alors, la Chine imagine, parce qu'elle a compris évidemment le danger du Starship. Donc, il y a des choses qui émergent depuis un an pour faire des projets à peu près similaires. Et même, il y a une présentation IAC qui a été faite il y a un peu plus d'1 mois. On voit émerger des clones en Chine du Starship. Mais vous comprenez bien que si l'État américain, qui s'est déjà engagé dans le Starship avec le HLS lunaire, décide de s'engager davantage pour diverses raisons, vous voyez ce que je veux dire, on va changer de monde. Parce que, en fait, le Starship, les promesses qui sont faites par Elon Musk, qui sont des promesses pour le moment délirantes, mais qu'il faut quand même entendre, c'est 5 à 10 millions de dollars le tir et 3 tirs par jour. Donc, c'est. Voilà quoi. Donc, je voulais quand même remettre en perspective tout ce que je vous ai dit par rapport à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. À ce niveau-là, si on n'avait pas confiance dans ce qu'on faisait, on ne le ferait pas avec cette dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a des gens qui ont leur avis aussi là-dessus, qui me le disent, parce que j'ai du mal en fait à assimiler l'urgence de la situation à laquelle on assiste autour du Starship depuis 3 mois. Je vous rappelle qu'il y a trois Starships déjà qui ont été assemblés. On en est, je crois, au 4e booster qui vient d'être terminé. Ça va très très vite, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des avis sur ça, je suis intéressé de les prendre parce que, si vous voulez, ça relativiserait en partie ce que je vous ai raconté cet après-midi.
Voilà. Oui, alors, on a eu un webinaire précédent de Richard, Richard Edman, sur ce sujet Starship. Oui. Je ne sais pas si Richard, tu veux rajouter deux mots très vite, puisqu'il est Philippe, 28. je peux dépasser, hein, si tu veux. Juste, Je peux prendre encore juste peu un de temps. petit mot, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bon, je suis très content d'avoir pu assister à cette conférence et en particulier sur ce que tu as dit à la fin. Bon, concernant SpaceX et le Starship, apparemment, ils ont un problème quand même avec le Raptor, hein, parce qu'ils passent au Raptor 2. Elon Musk a avoué à demi-mot qu'il avait des problèmes de brides fuyardes et qu'il voulait enlever les brides et tout souder. Donc, il y a eu des problèmes. Mais Richard, c'est toi qui parles, hein, Richard. Hein. Oui, c'est Richard, là. Dis-moi, comment tu expliques en fait cette impression d'accélération à laquelle on assiste? Ben, je crois que les Américains, la NASA, le gouvernement américain, ont peut-être enfin compris qu'ils ne pouvaient pas se reposer uniquement sur les Russes pour leur propulsion spatiale. Atlas 5 n'a plus de moteur, le Soyouz ne peut plus être Oui, utilisé. mais attends, je suis d'accord, mais pourquoi on en fait autant? Pourquoi on va si vite? Ça, c'est le dynamisme industriel de Musk. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. C'est lui qui pousse. C'est grâce à lui que ça va aussi vite. Bon, est-ce que tu es confiant sur la réussite prochaine du Starship? Je te dis, il y a visiblement quand même un tel saut au niveau des conditions de fonctionnement du moteur. Il faut voir le niveau de pression qu'il a. C'est incroyable. Et dans un cycle qui est également jamais pratiqué. Donc, il y aura probablement encore un certain chemin à faire pour obtenir un niveau de fiabilité correct. Mais il y arrivera, hein. Mais ça sera plus long que ce qu'il peut espérer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 30. On peut continuer un quart d'heure. Moi, ça ne me gêne pas du tout. S'il y a d'autres débats qui peuvent être lancés. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes qui ont des contraintes? Oui. Frédéric? Oui, Frédéric Castel. Bonjour Philippe. Vous m'entendez là? C'est bon? Très bien, oui. Philippe, juste d'abord, merci d'abord de partager tes planches extraordinaires là, qui demandent des années de travail. Après, juste deux détails. Alors, peut-être que j'ai mal entendu à un moment donné sur les histoires nucléaires. Au niveau des RTG, où en sont les Chinois? Et mon autre question, est-ce qu'il y a des technologies qui intéresseraient les Chinois à Taïwan? Et est-ce qu'on peut envisager un beau jour, effectivement, des choses qui englobent les Taïwanais au niveau spatial? Merci. Alors, sur Taïwan, j'ai rien vu, honnêtement. J'ai strictement rien vu, à part qu'on peut imaginer peut-être que les puces faites à Taïwan soient utilisées sur les véhicules spatiaux chinois. Je ne vois que ça. En plus, les ambitions spatiales de Taïwan sont réduites au strict minimum. Et la première question, c'était quoi déjà? Les Ah oui, les RTG, RTG. les RTG, oui. Les RTG. Alors, en fait, il y a peu de choses qui circulent là-dessus. On sait qu'ils y travaillent et ils l'ont dit. Il y a des missions lointaines. La Jupiter, maintenant, c'est quelque chose qui est en cours. Hein. Enfin, pour qu'ils en parlent de cette manière-là, je peux te dire que la sonde est en cours de développement pour Jupiter. Enfin, les sondes. Donc là, ils vont avoir besoin de RTG. Donc, ils fabriquent des RTG pour ces sondes-là. Ils ont parlé du RTG pour la Lune. Je peux peut-être intervenir. Oui, bien sûr. RTG, ça veut dire Radio Isotopic Thermal Generator. Merci. C'est mieux. Important de le dire. Et, mais on voit aussi des batteries solaires. Hein. Il y a les deux, quoi. Donc, ils développent les RTG, c'est sûr, c'est certain. Ils en ont besoin pour leur mission. Voilà, quoi. Il y a d'autres choses qui commencent à émerger. Okay. Et je ne peux pas encore en parler, mais des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus futuristes et dont ils ont parlé il y a
pas longtemps et qui ont fait faire des bons à certaines personnes autour de mon entourage, mais je ne peux pas le dire, mais ils font feu de tout bois, hein. Ils veulent vraiment maîtriser tout ce qu'ont les Américains, et même plus. Donc, voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Frédéric? Maîtrise-t-il juste maîtrise-t-il, à ton avis, la technologie des RTG, ou c'est encore il y a quelques Mais années ils de n'ont pas travail? démontré. Pour le moment, ils n'ont pas démontré. Pas démontré, d'accord. Et Donc, dernier point qui n'a aucun rapport, alors sur les aspects un peu plus défense et militaire. Dernièrement, là, il y a quelques mois, l'interception de d'un satellite et de le déplacement d'un satellite vers une autre orbite a fait beaucoup de vagues aux États-Unis. Quelle est ton appréciation de cette... tu veux dire qu'un satellite s'est approché d'un autre, l'a grippé et l'a transféré sur notre orbite. Alors, je te rappelle qu'ils font ça depuis 2010. D'accord? Il y a plusieurs reprises. Ils ont même, si tu veux, ils ont mis au point des bras assez sophistiqués, dotés de mains, enfin de systèmes qui permettent de faire plein de choses autour d'un satellite non coopératif. Parce qu'ils s'entraînent en fait à jouer avec des satellites à eux, mais non coopératifs. Donc pour s'approcher, pour les prendre, et puis ensuite ils font ce qu'ils veulent avec. Mais au début, si tu veux, c'était pour maîtriser les techniques de rendez-vous pour le programme de volabilité. C'était important pour eux de jouer avec des satellites, quoi. Mais oui, ils font ça depuis plus de 10 ans, hein, régulièrement. Oui, Frédéric, Philippe, c'est Christian. Vous m'entendez, Christian Prin, là? Oui, très bien. Je voulais simplement compléter sur le RTG. Les deux pays au monde qui maîtrisent parfaitement donc, la conception et la fabrication et la fiabilité de ces matériels, c'est essentiellement donc, les États-Unis et la Russie. Bon, ça veut dire que c'est très ambitieux de la part de la Chine, effectivement, de se lancer dans la fabrication de ces matériels, tout en précisant qu'on ne sait pas aujourd'hui s'ils ont acquis la maîtrise pour pouvoir utiliser ces matériels. Alors, je vous arrête. En fait, Oui, à partir du moment, et ça c'est mon expérience, hein, à partir du moment où c'est exprimé dans la presse, d'accord, c'est acquis. on peut considérer que c'est acquis. D'accord. Mais après, je suis d'accord avec vous, on n'a pas la preuve. D'accord. Pour le moment, on n'a rien vu. Bon. Mm. Mais à partir du moment où ça commence à sortir, où ils le disent, voilà, quoi. Alors, parce que l'ESA a mené certaines missions que tout le monde connaît, n'est-ce pas, avec des capteurs solaires. Malheureusement, en Europe, on n'a pas la technologie, on ne maîtrise pas cette technologie RTG alors qu'on a vraiment le combustible, on a le plutonium. Hein. Donc, en Chine, aujourd'hui, ils ont du plutonium. Donc, ils peuvent effectivement faire ce type de matériel. Je voulais revenir sur la discussion précédente pour essayer de comprendre un peu la culture américaine. Pour ce qui relève mon domaine, donc dans le domaine de l'énergie nucléaire, il faut savoir que dans les années 70, c'est les Américains qui ont plus ou moins proposé leur technologie au monde occidental. Hein. Et pendant 40 ans, ils n'ont pas fait grand-chose, c'est-à-dire que la conception de réacteurs actuels, hein, que ce soit en France, au Japon, en Allemagne, repose en grande partie sur les technologies des années 70 développées par les Américains. Et dernièrement, suite à l'évolution bien sûr énergétique, hein, surtout aux États-Unis avec l'arrivée de... Pardon, avec l'arrivée de Biden, ils ont relancé un programme donc, de recherche sur des réacteurs civils. Et ça, c'est donc, comment dirais-je, le gouvernement américain, avec la volonté de faire travailler un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont une approche à la fois sur des sociétés comme la NASA, des sociétés nationales, mais également avec beaucoup d'entreprises privées. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils investissent énormément, notamment dans le développement des SMR, les Small Modular Reactors, de façon à pouvoir acquérir rapidement une nouvelle, je dirais, domination dans le domaine de l'énergie nucléaire. Donc, ça ne me surprend pas, pour revenir donc au dernier développement pour le Starship, là, que le gouvernement américain inonde financièrement les industriels pour aller plus vite. Ce que je peux dire pour terminer sur ce sujet-là, c'est que je suis très impressionné, et Richard Edman nous l'a bien précisé, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations
pour fiabiliser cette fusée par rapport aux objectifs qui se sont fixés pour, bien sûr, conquérir le Mars dans un délai qui est relativement court, hein, parce que 15 ans, 20 ans, c'est quand même court. Voilà. OK. Alors, le nucléaire dont je parlais tout à l'heure, c'est le nucléaire d'exploration avec les RTG, et puis surtout les moteurs. Donc, il faut savoir quand même que dans les années 60, les Américains maîtrisaient en fait la propulsion nucléothermique, puisque ils avaient un programme NERVA qui aboutit en fait à des systèmes qui réalisaient plusieurs dizaines de tonnes de poussée. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du domaine de la science-fiction, mais pour la Chine, le chemin est encore peut-être un petit peu long. Mais ils s'intéressent vraiment à un genre de propulseur, puisque ça apparaît maintenant dans les papiers, les articles de conférences techniques. Donc, c'est pas négligé. Mais je suis d'accord avec vous, les Américains savent financer quand il le faut beaucoup de choses, et parfois avec beaucoup, comment dire, beaucoup d'ampleur, hein. Quand on voit ce qui se passe au niveau de l'hypersonique aux États-Unis, c'est Juste remarquable. un point sur le RTG. Les RTG, effectivement, il me semble que ExoMars a prévu la source d'énergie sera du RTG, me semble-t-il, ou des panneaux solaires, je ne sais plus à vrai dire. Mais dans tous les cas, ce sont des petites centrales RTG qui fournissent l'énergie à Curiosity et à Perseverance à l'heure actuelle. Alors, et vous pouvez, pour ceux qui voudraient en savoir plus d'ailleurs sur les technologies de Curiosity et de Perseverance, le fondement technologique sous-jacent et notamment l'énergie, on a un webinaire qui figure sur notre chaîne YouTube, le premier qui a été donné l'année dernière, qui précise tout un ensemble de composants technologiques de ces rovers. Donc c'est comme ça c'est effectivement une petite source d'énergie RTG qui fournit 100 watts, ça reste modeste, mais 100 watts à Persévérance à l'heure actuelle. Alors, à ma connaissance, le seul développement en cours pour disposer d'une source électrogène sur la Lune, c'est le projet Kilopower. Richard connaît bien ça, n'est-ce pas, qui consisterait à disposer de quelques kilowatts. C'est un équipement qui aujourd'hui a été qualifié et qui est prévu pour la conquête de la Lune par les Américains. À ma connaissance, c'est le seul projet qui a été validé dernièrement en termes de qualification industrielle pour disposer d'une source hors RTG sur la Lune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Voilà, on peut encore rester Sur quelques d'autres minutes aspects de la s'il y a des Chine, questions. j'ai encore bien 5 minutes avec vous. Non, je crois qu'on a effectivement épuisé les questions. Merci. Christophe, tu as des questions? Non, mais okay. C'était passionnant et donc je remercie Philippe Couet. Voilà. Très bien, ben, merci. Merci Philippe, effectivement. Il y a pour un prochain rendez-vous sur un autre sujet si vous voulez. Merci Philippe pour cette approche passionnelle. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Philippe. Merci à vous. Et on clôt la séance ici.